Madame, Monsieur, bonjour, très bon réveil à vous dans vos maisons. Eh bien, ce vendredi matin, notre principale discussion porte sur la création du fonds d'investissement communal, le FIC, et l'approbation de ses statuts. En effet, le Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre a décidé de la mise en place de ce fonds. Le gouvernement entend améliorer le cadre de gestion des appuis financiers apportés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet instrument de financement vient en substitution au fonds d'appui au développement des communes de FADEC et permettra justement à celle-ci d'accéder à de nouvelles et innovantes sources de mobilisation de ressources et le contribuera à rehausser le niveau des recettes et de collecter pour le compte les rétrocessions de l'État issues de la fiscalité partagée. Et bien du FADEC au FIC, pour quelle finalité? On pose la question dans la cage à questions de 5 questions de Franck Arnaud qui reçoit pour vous Franck Kenevor, expert en gouvernance locale. Avec l'invité, nous verrons justement les principales missions de ce fonds d'investissement communal. Vendredi, vous le savez, c'est jour de lecture sur Actu Matin. Je serai avec Morel Tchaou. Il est enseignant de français, passionné de littérature. Ensemble, nous allons feuilleter un livre sur la restitution des biens culturels entre la France et le Bénin, un journal d'un processus historique, ouvrage écrit par l'ambassadeur Angelo Dans. À nouveau bonjour, bienvenue sur Actu Matin, la matinale qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. On va faire un tour justement pour suivre à présent la une des quotidiens parus ce vendredi matin. Qu'est-ce qui fait l'actualité, la une des quotidiens parus ce vendredi matin? On commence par le quotidien Fraternité, comme d'habitude, face aux revendications de l'opposition sur le quitus fiscal. La DGI joue la carte de l'apaisement du climat politique. Maison du peuple de l'Okossa, un quart d'heure sur le site de la désolation. Et puis, justement, les enseignants AME, un article sur les enseignements à AME, à lire également dans les colonnes de journal Fraternité, Journée des sciences de la santé, la FSS, un artisan dévoué de la justice sociale. Décryptage info à présent, administration fiscale béninoise, la DGI opte pour la dématérialisation des timbres fiscaux et de l'enregistrement des actes 147e session ordinaire du conseil d'administration. Le total bilan de la BOAD croît de 9,32%. Présidentielle 2026, Wadani Talata investi le 4 octobre 2025 à Parakou. Matin libre à présent, médias au Bénin, le journal toujours roi des ondes et écran, une enquête de Phoenix PhD Bénin, et puis la politique de développement civilisationnel, partie 3, Bektirou, la capitale prophétique du Bénin. Premier congrès scientifique du service de santé des armées pour un système de santé proche du soldat et du citoyen. Et puis, quatrième journée scientifique des sciences de la santé, la FSS met la science au service des communautés. Bénin intelligent à présent, tourisme et hôtellerie, Afrique destination, 30 ans d'excellence. Et puis nous sommes aussi toujours avec Bénin intelligent, budget 2026, 3784 milliards, zéro pour la presse, alerte le PADEM Bénin. Et puis on va retrouver Jack Pata, l'opposition en hésitation et calcul politique. Après la scienture d'accord avec le PR et le BR, Paul Rompé et son bureau politique en bonne intelligence avec la 16e circonscription électorale. Élection du comité exécutif du tribunal d'arbitrage du handball. La liste des candidatures validée par la commission ad hoc dévoilée. L'économiste à présent, nouvelle possibilité d'investissement dans l'UEMOA. Les acteurs se familiarisent avec les organismes de placement
collectif. Et puis 147e session du conseil d'administration, la BOAD affiche une solidité financière et un total bilan de 9,32%. Le télégramme, le mariage UPR, BR et FCBE pour le pouvoir en 2026, l'honorable Zéphérin Kendjan-Roundé apprécie. Et puis, présidentielle 2026, Parakou accueille l'investiture du duo Wada Talata le 4 octobre 2025. L'événement précis, tractation au sein de la mouvance pour la présidentielle 2026. Talata désigné Colicité de Wadaï, investiture du duo le 4 octobre à Parakou. Le choix de Talata est guidé par l'intérêt général, justifie Eugène Dossoumo. Et puis revendication de la plateforme de demande en ligne du quitus fiscal, la DGI satisfait les démocrates et clôt la polémique. Soleil Bénin Info pour l'élection de Wadani, candidat désigné, le mouvement Waro affûte ses armes. Et puis manœuvre politique dans la perspective des élections, la stratégie de l'opposition indéchiffrable. Les 4 vérités à présent, duo candidat de la mouvance, Romel Wadaï, Mariam Tchabi-Talata, investi en octobre. Le président Talon confirme son engagement à ne pas briguer un mandat de plus. Après la signature d'accord entre l'UPR et le bloc républicain, Rompé et son bureau politique rendent compte aux militants à la base. La nation, conflits agro-pastoraux entre blessures et espoir de cohabitation. Et puis 4e journée scientifique des sciences de la santé, la FSS organise des consultations foraines gratuites à Bokpa et puis à Komassé. Le progrès présidentiel 2026 au Bénin, Wadaï Talata investi à Parakou en octobre. Principale information à lire ce vendredi à la une des quotidiens. Un duo stratégique pour l'avenir du Bénin. Décentralisation au Bénin, hésite le FADEC, place au fonds d'investissement communal, le FIC. L'informateur après les accords avec l'UPR et le BR, le bureau politique de la FCBE rend compte aux militants polémiques autour du quitus fiscal, la démarche apaisante du pouvoir. Et puis présidentielle 2026, Wadaï Talata investi le 4 octobre. L'emblème du jour, budget 2026, la presse oubliée, titre le journal. Et puis présidentielle 2026 au Bénin, Wadaï Talata, l'élan de la victoire démarre à Parakou. Processus électoral au Bénin, quitus fiscal, le gouvernement ajuste la plateforme. Le potentiel enquête dans une affaire de mauvaise gestion de la caisse secours des forces de la police républicaine, flics en prison, flics en cavale, des officiers sur la braise. Le DGPR frappe là où ça fait mal avec efficacité. Décès du 2e vice-président du Conseil économique et social, Éric Rondeté, rend hommage à Golou, le patriote et homme de charité. Obtention du quitus fiscal en ligne, la DGI modifie sa plateforme après une requête du parti Les démocrates, coalition parlementaire et gouvernance avec l'UPR et l'UBR, Paul Rompé clarifie la ligne politique de la force Corée pour un Bénin émergent. Le Béninois libéré investiture du duo Wadaï Talata pour 2026. Pourquoi Parakou? Les raisons sont à lire dans les colonnes du journal. L'événement du jour, développement local au Bénin. Le FIC, un outil financier, est taillé pour booster les communes. Demande du quitus fiscal en ligne. La DGI ajuste la plateforme après une audience avec le parti Les démocrates. Kini à présent, éducation pour tous, le gouvernement met en place une stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Quitus fiscal, la DGI revoit le paramétrage de la plateforme. Le communiqué est à lire dans les colonnes du journal Kini. Le patriote, situation des AME, la mouvance peine à convaincre.
Et puis, retrait des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi, un véritable calvaire pour les étudiants. Libération Salon IFTM Top Réseau du 23 au 25 septembre 2025. Le Bénin sous les feux de la rampe à Paris. Éducation pour tous, le gouvernement mobilise plus de 283 milliards pour y arriver. Le matin, éducation de base 2026 et 2030, le Bénin engage 283 milliards pour une école inclusive et sans exclusion. Et puis, liberté de la presse au Bénin, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ouvre le débat. Le budget général de l'État, gestion 2026, le PADEM Bénin déplore l'absence de ligne budgétaire pour renforcer le secteur de la presse. Infomatin, capitaliser les acquis de talent sans faire du talent, le défi du programme d'action du candidat Wadaini. Le pays émergent, la FEBEMA, éprouve des difficultés pour faire voyager la sélection féminine, des menaces de sanctions en cas de forfait. Le cri de détresse du président Nassirou Saka aux autorités et puis aux mécènes. La boussole à présent, présidentielle 2026, Yahi n'attend que les quitus fiscaux pour dévoiler le duo du parti Les Démocrates. Cérémonie d'investiture du ticket de la majorité présidentielle, Parakou s'apprête à couronner Wada Intalata le 4 octobre prochain. Dabarou à présent en tournée nationale de constatation, de sensibilisation et d'appui qu'enseigne aux cotonculteurs. Tamou Gani Badou, confiant de l'atteinte de l'objectif 2 millions de tonnes. Il invite les producteurs au respect strict des consignes. Et puis, Bénin améliorer la protection des migrants en Afrique de l'Ouest. WeWorld Outil, journaliste, blogueur et OSC. Et puis on va retrouver Fraternité pour finir cette séquence d'Actu Matin face aux revendications de l'opposition sur le quitus fiscal. La DGI joue la carte de l'apaisement du climat politique. Maison du peuple de l'Okossa, un quart d'heure sur le site de la désolation. Et puis justement, journée des sciences de la santé, la FSS, un artisan dévoué de la justice sociale. Et puis les enseignants AME entament une 7e année dans l'Aspirana. Voilà pour vous la une des quotidiens parus ce vendredi matin. Nous allons retrouver Ingrid pour le bulletin d'information. Sommaire de votre bulletin d'information de ce vendredi 19 septembre 2025. Les membres du bureau politique national du parti Bloc républicain se mettent en ordre de bataille pour les élections générales à venir. Ils ont tenu mercredi dernier la deuxième session ordinaire. Les différents sujets qui ont marqué ce rendez-vous sont à découvrir dans un instant. Ensuite, la première édition de la Semaine nationale de la microfinance se tiendra du 22 au 25 septembre prochain. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse organisée par le ministère des Affaires sociales de la microfinance mercredi dernier au siège du Fonds national de la microfinance. Les activités prévues pour meubler ces 4 jours ont été dévoilées à l'occasion. Ingrid, bonjour. Oui Eric, bonjour et bien bonjour à tous. L'heure est à la mobilisation pour les membres du parti Bloc républicain. Ils ont tenu ce mercredi dernier leur deuxième session ordinaire. Oui Eric, au menu des travaux, l'adoption du compte-rendu de la réunion du bureau politique du 25 janvier dernier, l'approbation des mesures prises par le BEN le 31 août 2025 concernant certains responsables du parti et l'approbation du duo candidat du parti à l'élection présidentielle de 2026, puisque Mariam Tchabi-Talata a été confirmée comme la colistière de Romuald Wadayi. Suivant. Après l'adoption du compte rendu de la réunion du bureau politique du 25 janvier 2025, cette deuxième session ordinaire du bloc républicain, qui se tient dans un contexte où la vie politique nationale connaît un regain d'activité, a statué sur les mesures prises par le bureau exécutif national le 31 août 2025. Mesures relatives à la levée de la suspension
dont certains responsables du parti font l'objet depuis quelques mois. La première décision concernant l'approbation de celle du BEN concernant les camarades qui avaient été sanctionnés traduit notre volonté d'unir tous les militants autour des objectifs du parti. Oui, nous savons sanctionner ceux qui enfreignent nos règles, mais oui, nous savons aussi pardonner et unir nos forces autour de l'essentiel. Dans un contexte marqué par les élections générales en vue, l'essentiel pour le bloc républicain, selon Abdoulaye Biochane, c'est bien sûr de construire une forte cohésion autour de Romuald Wardani, qui formera avec Mariam Tchabi Talata le duo candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Les membres du bureau politique national ont d'ailleurs approuvé au cours de cette deuxième session ordinaire le choix de la continuité en ce qui concerne la colistière de Romuald Wardani. Nous avons en effet approuvé la décision du bureau exécutif national qui avait déjà désigné Romuald Wardani et hier Madame Talata comme colistière du candidat Wardani. Comme nous sommes à la conclusion, je veux encore une fois qu'à l'applaudimètre, on puisse sanctionner cette décision. Merci d'applaudir. Nous exprimons nos justes félicitations à la vice-présidente pour sa reconduction, nos justes encouragements pour le duo candidat et à nous les soutiens derrière que nous nous mettons tout de suite au taquet pour pouvoir accompagner. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du bloc républicain ont également porté sur la situation financière du parti. Ensemble, ils ont décidé de se remobiliser pour donner au parti les moyens financiers adéquats afin de faire face efficacement aux prochaines élections. Les meilleurs lauréats au certificat d'études primaires et au brevet d'études du premier cycle pourront désormais poursuivre leurs études dans les établissements privés reconnus à l'échelle internationale. C'est une innovation de l'État formalisée à travers le décret portant conditions et modalités d'octroi des bourses de vie pour la formation des dits lauréats. Quels sont les points essentiels à retenir de cette réforme? La réponse dans ce récit que nous propose Hugues Fingbe. Selon la définition contenue dans l'article 5 du décret 2025-83 du 30 juillet 2025, la bourse de vie est une aide accordée par l'État à l'effet de garantir, au sein d'un établissement privé d'enseignement secondaire, la prise en charge de tous les besoins de subsistance et de bien-être de l'apprenant durant sa période de formation. Elle inclut, entre autres, dans le cadre d'un internat, les frais liés à l'hébergement, l'alimentation, le loisir et la santé. Conformément à l'article 4, la sélection des lauréats éligibles à cette bourse d'études de l'État s'effectuera parmi les plus performants au niveau départemental sur la base du lieu de composition. Les postulants du certificat d'études primaires seront choisis en fonction de la moyenne de classement pour l'entrée en classe de 6e, tandis que pour les lauréats du brevet d'études du premier cycle, c'est la moyenne obtenue à l'examen qui retiendra l'attention. Les bourses de vie seront attribuées seulement à l'issue d'un test organisé par le futur établissement d'accueil. À propos, sont concernés par cette innovation majeure du gouvernement, au terme de l'article 2, les écoles disposant d'un cadre de programmes de formation et de vie scolaire de qualité élevée, d'un internat et offrant chaque année des bourses d'études aux meilleurs lauréats aux examens du CEP et du BEPC. À noter que selon les dispositions de l'article 6 du décret, les lauréats issus de parents ou sous l'autorité d'un tuteur justifiant de moyens suffisants ne peuvent accéder à la bourse de vie. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance organise du 22 au 25 septembre prochain la première édition de la Semaine nationale de la microfinance. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé un point de presse pour annoncer les couleurs et dévoiler les activités prévues durant ces 4 jours. C'est bon. Près de 300 personnes venues d'une vingtaine de pays africains seront aux côtés des acteurs béninois de la microfinance pour faire de Cotonou, durant 4 jours, la capitale africaine de la finance inclusive.
C'est à travers la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif qui démarre le lundi 22 septembre prochain. La Semaine nationale de la microfinance 2025, placée sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires », sera l'occasion de réfléchir aux défis communs, d'échanger les meilleures pratiques et de développer des solutions innovantes au service des populations. Conférence inaugurale, panel d'experts, ateliers, expositions, animations, de stands, séances d'éducation financière, les rencontres B2B pour stimuler des partenariats stratégiques et la soirée de distinction rythmeront ces 4 jours. Au Bénin, la microfinance est un vecteur clé de réduction de la pauvreté. Elle facilite l'accès des femmes, des jeunes et des populations vulnérables au crédit, aux micro-épargnes et à ces services financiers sécurisés. Résultat, plus de 3,8 millions de clients bénéficient aujourd'hui des services des systèmes financiers décentralisés contre 16 millions en 2015. Avec un encours de crédit qui presque a triplé pour dépasser 263 milliards de francs CFA. Occasion pour les autorités de renouveler leur gratitude aux différents partenaires qui les accompagnent dans l'organisation de cet événement. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'opinion publique, aux professionnels des médias, aux partenaires et aux investisseurs et à toutes les parties prenantes de se mobiliser avec nous pour faire de cette semaine un succès collectif. La Semaine nationale de la microfinance se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. Les travaux de cette première édition prendront fin le jeudi 25 septembre 2025. La première édition de la Semaine nationale de la microfinance est co-organisée avec le Luxembourg. Au cours de ce point de presse, la chargée d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Bénin a justifié l'implication de ce partenaire stratégique du Bénin dans l'organisation de cet événement. On l'écoute. Le Luxembourg occupe aujourd'hui une position de premier plan dans le secteur de la microfinance à l'échelle internationale. On est reconnu comme centre financier responsable et un acteur engagé dans la promotion de la finance inclusive. Ceci va de pair avec la stratégie nationale que nous avons en route pour 2030, qui fait effectivement de la finance inclusive un levier essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable. C'est donc un honneur, effectivement, pour le Luxembourg de pouvoir accompagner, soutenir cette édition de la Semaine nationale de la microfinance qui se tiendra la semaine prochaine, du 22 au 25 septembre, et qui réunira, comme l'a dit le directeur, des représentants institutionnels, des acteurs privés, des experts internationaux et des bénéficiaires du secteur. Le Luxembourg salue cette initiative qui vise à promouvoir les bonnes pratiques, favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes et à renforcer l'inclusion financière qui est au service de la lutte contre la pauvreté. Pour ma part, je suis convaincue, et je l'espère, que cette semaine sera un moment fort de réflexion, de partage d'expériences et de formulation de solutions innovantes pour bâtir ensemble une finance plus inclusive, plus verte et plus résiliente. La population de certains quartiers de Cotonou se réjouissent de l'absence d'inondations malgré les pluies de ces derniers jours. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou en cours de mise en œuvre dans ces quartiers porte déjà ses fruits. À Ibatenkota, Vaudier, Barrière, Agla et Fidjrosé, le quotidien des populations est transformé grâce aux travaux d'aménagement. Les précisions avec Vigile à Hodéon. À Ibatenkota, un quartier dans le 13e arrondissement de Cotonou. Dans la descente de cette rue appelée rue Malboro se trouve un carrefour, aujourd'hui en cours d'aménagement. Il y a quelques années encore, ce rond-point était un point noir de ce quartier. Convergence des eaux de ruissellement collectées par les rues secondaires, cet endroit devenait à chaque saison pluvieuse un casse-tête pour la mobilité des populations environnantes. Depuis un certain temps, on sait que dans la descente de cette rue-là, c'est franchement un marigot. Ça fait qu'on était vraiment embêtés.
Il suffit d'une petite pluie que l'eau stagne et puis c'est de façon permanente et régulière. Maintenant, ben, écoutez, il y a un changement, vous le constatez vous-même. Les changements qu'on observe aujourd'hui et qui font le bonheur des populations d'Aïba-Tinkota, mais aussi celui des habitants de plusieurs autres quartiers de Cotonou, notamment en Gbedegbe, sont le fruit du PAPC, Programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Ce projet, mis en œuvre par le gouvernement, vise à réduire significativement la vulnérabilité de la ville face aux inondations et à renforcer la qualité de vie des populations, en l'occurrence dans les quartiers défavorisés. Comme vous le constatez, ça a démarré. À une grande vitesse, nous sommes en train de constater la réalisation effective. Ces travaux profitent non seulement aux populations de Aïba-Tinkota, à toute la ville de Cotonou et à tout Béninois, même à des étrangers. Mais n'importe qui veut passer par ici passe maintenant aisément. Où est le problème? Ça ne se pose pas, c'est une grande satisfaction. On tire le coup de chapeau à ce gouvernement-là qui, pas seulement ici, il y a plusieurs autres endroits que vous connaissez très bien, a essayé de faire quand même du beau dans le pays. La grande pénétrante de Sinoutin se trouve à quelques 10 minutes de marche de la rue Malboro. Grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les crevasses et les stagnations d'eau puante qui étaient le quotidien des populations sur cette voie ne sont plus que de vieux souvenirs. Je suis vraiment contente de la voie qu'ils ont faite parce que en ce temps je venais ici, la voie n'était pas vraiment bonne et c'était vraiment compliqué pour les gens de pouvoir passer, surtout en temps de pluie. C'était pas du tout la peine. Donc nous sommes vraiment contentes. Parce qu'il fut de cela 3 ans, il n'y avait que des nids de poules ici. Et en saison pluvieuse, c'est vraiment pénible de circuler. Maintenant, vous voyez vous-même, il y a des pavés un peu partout. C'est très bien. Mais néanmoins, si au fond là-bas, ils peuvent nous faire traverser le bas-fond pour qu'on tombe directement sur le stade, ce serait aussi très bien aussi. Vaudjé Barrière, Aïba-Tinkota, Fidjourse, Agla, bref, la plupart des quartiers défavorisés de Cotonou sortent progressivement de leur situation de vulnérabilité et le souhait des populations est que le programme se poursuive. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information, Eric. Merci à vous, Ingrid. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine. C'est bien ça, hein? Allez, passez une très bonne journée, très bon vendredi à vous. Merci, Matin se poursuit. On va retrouver Franck Arnaud et son invité à présent. Il y a 1 an, Darel et les jumelles, Sandra et Sandrine, recevaient leur toute première dose du vaccin contre le paludisme. Depuis ce jour, leur histoire a changé. Ils s'amusent, ils sont bien portants. À l'instar de Darel et des jumelles, ces jumeaux bien portants ont également reçu leur première dose du vaccin. Depuis le 25 avril 2024, le Bénin a ouvert une nouvelle page de sa stratégie de lutte contre le paludisme. Je peux dire que le vaccin a été performant au niveau de nos sociétés. Cette vaccination qui a commencé depuis avril 2024 et qui a pour objectif franchement de diminuer les cas graves de paludisme au sein, surtout dans la population des enfants de moins de 2 ans. Et je pense que déjà, avant même d'avoir les données, ça occupe une place très importante et ça permettrait nécessairement de réduire la mortalité liée au paludisme dans cette tranche d'âge. Le bilan qu'on fait est très satisfaisant parce que c'était pas gagné d'avance. Nous avons un rôle normatif dans le cadre de l'élaboration des lignes directives pour la mise en œuvre basée sur les données factuelles de cette introduction. L'introduction de ce vaccin contre le paludisme est fortement soutenue par l'UNICEF
au niveau du Bénin, parce que cela va contribuer indéniablement à la réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants de moins de 5 ans. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Du FADEC et au FIC, pour quelle finalité? Vous avez 5 questions à poser à Franck Kenevo, expert en gouvernance locale. Oui, les membres du gouvernement, Eric Guédénon, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre 2025, ont acté la création du fonds d'investissement communal FIC et approuvé ses statuts. Et ce fonds vient en substitution au fonds d'appui au développement des communes qu'on connaissait jusque-là, le FADEC. Franck Kenevo, journaliste, communicateur, expert en gouvernance locale, vous êtes en plateau ce matin pour nous permettre de comprendre de quoi retourne cette nouvelle trouvaille pour le développement à la base et créé par le gouvernement Talon. Franck Kenevo, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. 5 questions pour mieux comprendre le FIC, le Fonds d'investissement communal. Et en tant que successeur au FADEC, eh bien, comment ce fonds-là va-t-il améliorer l'efficacité de transparence et la gestion financière des communes et quels sont les mécanismes spécifiques mis en place pour éviter, disons, les écueils passés? Merci beaucoup. Vous savez, je rentre d'une mission à l'étranger où il était question de la décentralisation en Afrique de l'Ouest et je voudrais vraiment que les Béninois puissent se féliciter de la qualité de notre décentralisation parce que justement, en faisant une comparaison, que ce soit le nombre de communes, que ce soit les transferts de l'État vers les collectivités territoriales, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction, même si, comme je le dis souvent, il y a des points d'amélioration qu'on peut toujours partager. Donc, je pense que le fonds d'investissement communal qui vient remplacer le fonds d'appui au développement des communes hérite quand même d'une expertise qui est disponible désormais dans notre pays parce que, souvenez-vous, c'était des transferts directs au départ et à un moment donné, le gouvernement a créé le Fonds d'appui au développement des communes FADEC qui a connu des difficultés et aujourd'hui, je pense que au niveau du secrétariat permanent de la Commission nationale des finances locales qui gère les fonds FADEC, il y a quand même une expertise non seulement profitable au Bénin, mais internationale qui s'est développée. On a vu que les critères qui étaient essentiellement basés sur la population, la superficie et quelques éléments de gouvernance se sont affinés au fil des audits. On a vu aussi que le FIC hérite quand même des diligences du FADEC pour que non seulement les montants à transférer soient connus avant l'élaboration du budget de l'année N+1 au niveau des communes et que les transferts se fassent vraiment tout au long de l'année. C'est vrai qu'il y a des années où ce n'est pas le cas, mais il y a une expertise que, dans laquelle le FIC va puiser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le FIC intervient, comme on le dit, à spectre plus large. Le FIC couvre non seulement le transfert de l'État aux collectivités territoriales, mais ajoute des financements innovants, des financements additionnels sur les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, que ce soit les fonds qui sont liés à l'agenda 2030 ou les fonds climat qui existent aujourd'hui, oui, le gouvernement met à la disposition des collectivités territoriales un mécanisme puissant et le Bénin a une expérience en matière de mobilisation des ressources sur le plan international et donc ça va permettre donc de diversifier les ressources. Aujourd'hui, le FADEC, c'est l'État et quelques partenaires, oui, surtout que
l'État a réorienté ses priorités vers la formation technique, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il n'y a plus beaucoup de ressources de la part des partenaires. Donc, je pense que pouvoir aller sur le marché financier international et mobiliser non seulement les ressources traditionnelles du marché financier, mais aussi lever des fonds au niveau de certains programmes spécifiques comme les fonds climat, les fonds verts et aussi les fonds liés à l'agenda 2030, parce que l'agenda 2030, qu'on aborde souvent en termes d'ODD, Objectifs de développement durable, comporte aussi une dimension de partenariat dont les instruments sont complexes. Donc, il faut, et je pense que le fonds d'investissement communal peut être un instrument, disons, permettant à notre décentralisation de passer à une autre vitesse, parce que justement, le nerf de la guerre, ça fait problème, et nous sommes dans un contexte où l'autorité de régulation des marchés publics a décidé de numériser la commande publique. Donc, il n'y aura plus ce goulot d'étranglement qui fait qu'aujourd'hui, les communes n'arrivent pas à consommer. Donc, ça coïncide vraiment avec une période où la décentralisation, on a les élections générales en janvier pour les communales, et on aura la dématérialisation de la commande publique, et puis ensuite on aura le fonds d'investissement communal. Ça fait que ces trois éléments vont changer le visage de nos collectivités territoriales. Selon le relevé du Conseil des ministres, le FIC a pour vocation d'aider les communes à rehausser leurs ressources propres, mais au-delà des rétrocessions de l'État, quel type d'opération de placement financier de fonds pourra-t-il réaliser pour générer de nouvelles sources, disons, de revenus? Vous savez, il y a tellement de ressources qui sont mises à la disposition des collectivités territoriales, mais aussi des organisations de la société civile à travers les collectivités territoriales. Et ces ressources-là, quand vous observez sur le plan international, c'est les Sénégalais, les Ivoiriens qui arrivent à lever ces fonds-là. Je pense que ça sera un défi aussi pour le fonds d'investissement communal de pouvoir aider les collectivités territoriales à monter tous ces dossiers et à être présents. Et sur ce plan, je voudrais quand même en féliciter le président de l'ANCB qui a mis en place un dispositif, une cellule projet à l'ANCB qui accumule depuis quelques années de riches expériences en matière de mobilisation de ces fonds-là. J'ai parlé tantôt des instruments de financement de l'agenda 2030. Il y a beaucoup de pays qui, parce que l'agenda 2030, c'est un certain nombre de principes dont ne laisser personne de côté, et aussi des partenariats pour atteindre ces objectifs. Et donc, les instruments financiers liés à l'agenda 2030, ces instruments-là sont parfois complexes, et donc à la taille d'une collectivité territoriale, ce n'est pas évident. Nous avons vu le ministère des Finances du Bénin lever des eurobonds sur l'agenda 2030, donc ça préfigure qu'avec le fonds d'investissement communal, on peut véritablement atteindre ces fonds-là qui sont toujours plus ou moins hors de portée pour les collectivités territoriales. Et le troisième élément, c'est que il y a quand même un défi, disons, de placement. Mais ce n'est pas placement vulgaire dont on parle aujourd'hui. Il y a des fonds souverains, il y a des fonds d'État, des fonds qui vous permettent de faire des placements. Il y a, disons aussi, des matières dans lesquelles on peut faire des placements. Et donc, il faut avoir l'expertise pour savoir comment faire ces placements-là afin que l'argent placé ne soit pas perdu et que la rémunération de ces placements-là soit des ressources supplémentaires
pour les collectivités territoriales. Et donc, au niveau du fonds d'investissement communal, nous pensons que le ministère des Finances, ayant quand même des relations internationales sur ces questions-là et de l'expertise, on peut assister à ce que les communes aussi bénéficient. Il y a des placements qui vont jusqu'à 10%, 7%. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir des ressources d'il y a 3 ans qui sont là et qui ne sont pas placées, qui ne rapportent rien aux collectivités territoriales, je pense que s'il y a une stratégie cohérente, claire, de placement, pas vraiment des placements fantaisistes, mais vraiment des placements, des montages financiers cohérents qui permettent aux collectivités territoriales d'être rétribuées pour ces placements-là. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord, il y a ce manque à gagner. Allez, la troisième question, l'une des missions du FIC, quand j'ai parcouru un peu les détails du Conseil des ministres, c'est d'appuyer le développement des compétences des communes. Mais comment cet appui-là va se traduire sur le terrain, et est-ce qu'il s'agit de formation, d'outils d'analyse ou d'un accompagnement personnalisé? Bon, je pense que je n'ai pas lu les documents, l'étude. Il y a eu une étude sur le FIC. Je ne sais pas si c'est la première version de l'étude que j'ai eu à parcourir, ou il y a eu d'autres versions, parce que le FIC, il faut le rappeler, c'est quand même le 3e pilier de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Nous avons eu le volet institutionnel, la séparation des fonctions techniques et administratives des fonctions politiques. Ensuite, nous avons eu la révalorisation du statut, non seulement des élus, mais d'une partie du personnel des administrations communales. Et aujourd'hui, nous avons le fonds d'appui, le fonds d'investissement communal, qui est le 3e pilier. Donc, dans son évolution, je ne sais pas ce qui est retenu. Je n'ai pas encore lu les documents de base, mais je pense que fondamentalement, il s'agira non seulement de formation, mais aussi d'outils performants et aussi d'accompagnement. Parce que tel que c'est décliné, c'est que le fonds, mieux que la Commission nationale des finances locales, pourrait avoir plus d'expertise au niveau du secrétariat permanent, c'est-à-dire avoir des experts sur les questions de mobilisation des ressources sur le plan international. Vous voyez, il y a beaucoup d'ONG qui participent à des formations. Je pense aussi que même la Chambre de commerce et d'industrie projette des formations sur la mobilisation des ressources. Et donc, il y aura les formations, il y aura les outils, mais il y aura forcément un accompagnement de l'organe exécutif du fonds d'investissement communal pour que les communes, même quand elles n'ont pas la capacité aujourd'hui d'aller lever ces fonds-là, que l'organe exécutif de ce fonds puisse le faire à leur place et à leur profit. Donc, je pense que ça peut être déroulé de cette manière-là. D'accord. Alors, les accords de jumelage sont exclus du champ d'action du FIC, et si l'objectif, disons, est de centraliser ou d'optimiser la gestion des financements extérieurs, s'il n'y a pas un risque de créer des lourdeurs administratives qui pourraient freiner un peu la dynamique de coopération directe entre les communes et leurs partenaires, disons, à l'international? Non, c'est au contraire une bonne chose. Déjà, le fait, en principe, au nom du principe de l'unicité de caisse, le fait déjà d'obliger les communes partenaires de communes béninoises à faire transiter leurs ressources par le trésor public est déjà problématique pour beaucoup de communes à l'étranger, parce que entre le transfert, le virement des fonds au trésor public et leur utilisation effective par les collectivités territoriales, ça peut mettre du temps. On peut observer des lourdeurs administratives sur ce plan-là. Donc, il y a déjà ce défi-là. Si on doit dire encore que ces ressources-là vont transiter par
le fonds d'investissement communal, je pense que ça va décourager les communes étrangères qui apportent beaucoup de ressources au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est une bonne chose de ne pas obliger les communes à faire passer ces ressources-là au niveau du fonds d'investissement communal. Et bien au contraire, ça va alléger cette dynamique de coopération décentralisée qui renaît de ces centres dans notre pays aujourd'hui avec des partenariats gagnant-gagnant où les communes du Bénin gagnent effectivement quelque chose. Avant, on avait des coopérations décentralisées où c'est ce qui est usagé, ce qui ne peut plus servir au nord ou ailleurs qu'on envoie aux communes du Bénin. Aujourd'hui, ce temps est révolu et les communes travaillent avec leurs homologues du nord comme du sud à des accords gagnant-gagnant où on apporte à ces communes partenaires des éléments précis et ces communes-là aussi apportent des éléments précis aux communes du Bénin. Donc il y a cette dynamique, cette reprise en main par les autorités communales de la coopération décentralisée qu'il ne faut pas casser. Donc cette dynamique-là a été préservée justement par le fait que les ressources issues de ce partenariat ne seront pas obligées de passer par le FIC. Et donc je pense que contrairement, ça ne va pas alourdir les procédures, mais ça va accélérer même les choses. Allez, pour terminer, nous avons le FADEC qu'on a expérimenté jusque-là. On a pensé aujourd'hui au FIC. Vous savez, quand la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est venue, on a également vanté les mérites et tout, mais il y a des problèmes au niveau de tout ce dont je viens de parler. Ici, quelles pourraient être, disons, à votre avis, les limites dans la mise en œuvre de cette nouvelle trouvaille-là, le FIC au niveau de nos communes? Alors, le fonds d'investissement communal, je pense qu'il y a, le gouvernement l'a affirmé, il y a un mécanisme de péréquation qui va permettre de rééquilibrer les choses au profit des communes qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et ma première interrogation, c'est quand même de savoir, parce que l'appellation, on a dit investissement communal. Est-ce que le fonctionnement ne sera pas pris en compte? Parce qu'il y a des communes aujourd'hui qui ont besoin de l'apport de l'État, d'appui pour même le volet fonctionnement. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne en compte cet aspect au niveau du fonds d'investissement communal. Deuxième élément, c'est que il faudrait quand même, parce que j'ai lu aussi que le fonds peut poser des actes de gestion. Est-ce que on va maintenir les guichets pour que parce qu'aujourd'hui, et il faut saluer cet effort du gouvernement, il y a pas moins de 5, 6, 7 ministères qui passent par le FADEC pour transférer des ressources aux collectivités territoriales. Est-ce que les guichets là seront maintenus? Est-ce que le fonds va juste aider les communes pour les placements ou bien le fonds fera des actes de gestion qui, si c'était le cas, iraient à l'encontre de la libre administration des collectivités territoriales et affaiblirait l'autonomie locale. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là qu'il faut voir de près, mais sinon, fondamentalement, c'est une bonne chose pour les communes parce que si avec FADEC, on est autour de 50-60 milliards aujourd'hui, on peut espérer qu'avec les ressources additionnelles et innovantes du fonds d'investissement communal, qu'on puisse atteindre 10% de transfert de ressources aux collectivités territoriales. 10%, ça ferait dans l'ordre de 300 et quelques milliards pour les collectivités territoriales, ce qui va permettre... Oui, ce qui va permettre, parce que j'ai dit tantôt qu'on est en train de travailler sur la dématérialisation de la commande publique, on est en train de renforcer les ressources humaines des communes
Bac plus 5, déjà une première vague, on peut espérer que le gouvernement aille à l'intérieur des administrations communales pour aussi renforcer les compétences. Et je pense que 300 milliards pour 77 communes, je pense que c'est un objectif qu'on peut espérer atteindre dans les 5 prochaines années pour que la capacitation des collectivités territoriales, parce que si vous avez les compétences et que vous n'avez pas les ressources, vous ne pouvez pas renforcer votre capacité dans l'ingénierie du développement local, qui est la mission essentielle des collectivités territoriales. Et je suis heureux que le gouvernement parle de développement harmonieux du pays à travers les collectivités territoriales. Donc, et c'est, si vous regardez la France, qui est quand même un pays plus ou moins centralisateur, à côté de la Suisse, de l'Allemagne, vous verrez que, et moi je me rappelle de cet ouvrage Paris et le désert français, que le professeur Tonato nous a enseigné à l'ENA. Aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous verrez que toutes les villes sont développées, c'est équilibré. C'est ça l'objectif d'un développement équilibré et harmonieux du territoire. Mais par contre, il y a des pays où c'est la ville capitale seule qui est développée. Et donc, ça crée une tendance à les zones rurales où tout le monde veut venir vivre au niveau de la capitale ou des villes pour être heureux. Donc, si nous mettons les ressources et que l'accompagnement de l'État apporte, l'accompagnement de l'État, des citoyens et des OSC apporte la bonne gouvernance au niveau local, il n'y a pas de raison que le Bénin ne soit pas comme la Suisse, où vous allez dans n'importe quelle ville, vous avez le même niveau d'approvisionnement agroalimentaire, le même niveau de loisirs, le même niveau de services sociaux de base. Et ça, c'est comme ça que les pays africains vont se développer, en équilibrant le développement sur tous les territoires. C'est vrai, on a toujours des pôles de développement. Quel que soit le pays, vous verrez qu'il y a des villes qui ont vocation à être des pôles pour tirer le reste du territoire. Donc, il y a ces éléments-là. Et je pense que, véritablement, le gouvernement est sur la bonne voie. Et il faut que maintenant, les accompagnements, les petits détails qui manquaient, hein, vous avez parlé de difficultés sur le terrain tantôt, ces éléments-là, il faut peut-être les corriger et lancer définitivement les communes, parce que de Cotonou, quelle que soit l'expertise du chef de l'État et de son gouvernement, ils ne peuvent pas développer les 77 communes, les 546 arrondissements ou les 5292 quartiers de ville et villages que nous avons. Allez, Franck Kenevo, merci d'être passé sur Actu Matin ce matin. Merci à vous aussi pour l'invitation. Eric Guédinon, ce sera tout pour les 5 questions de ce vendredi. Merci à vous, Franck Arnaud. Merci aussi à Franck Kenevo, les deux Franck ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Candide pour le sport.
Candide, bonjour. Bonjour. La première journée de la Ligue européenne des champions a pris fin ce jeudi. On note fortune diverse pour les différentes équipes. 6 rencontres déroulées ce jeudi en clôture à la première journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League saison 2025 et 2026. Et pour les 5 duels en clôture à cette première journée de la phase de groupe, score nul de 2 buts partout entre l'équipe de Copenhague et le Bayer Leverkusen, score de 4 buts à 1 pour la victoire du Club Brugge devant l'équipe française de l'AS Monaco. L'équipe de l'Eintracht Francfort de l'Allemagne s'est imposée par un score de 5 buts à 1 à celle de Galatasaray. L'équipe du Sporting Club du Portugal a aussi étrillé l'équipe de Keirit par un score de 4 buts à 1. Le FC Barcelone, tout comme le Real Madrid, s'est imposé avec un score plus ou moins chétif, 2 buts à 1 devant l'équipe de Newcastle. Manchester City s'est imposé par un score de 2 buts à 0 à l'équipe donc de Napoli. Voilà donc les 6 rencontres déroulées en clôture à la première journée de la phase des groupes. Rendez-vous dans 2 semaines pour donc la deuxième journée de cette nouvelle saison qui commence en grande pompe. On revient maintenant pour ce qui concerne le Bénin. On s'intéresse maintenant au classement FIFA actualisé du mois de septembre 2025. Le nouveau classement a été dévoilé ce jeudi par la fêtière mondiale du football, et sur ce nouveau classement actualisé, le Bénin gagne 3 places, il faut le rappeler, avec un carton plein, 2 matchs, 2 victoires sur donc 2 possibles et 6 points empochés notamment face au Zimbabwe et au Lesotho lors des 7e et 8e journées des éliminatoires du mondial 2026. Les Guépards du Bénin retrouvent le top 20 sur le continent. Ils montent à la 20e place au classement africain et à la 96e place il y a quelques mois. Stimouni et ses coéquipiers grimpent donc à la 93e place sur le tableau mondial. Et au-delà des Guépards, comme vous le voyez déjà sur l'image, il faut dire que le classement, le top 20 africain est dominé par les Lions de l'Atlas du Maroc, 11e au plan mondial, suivi du Sénégal et de l'Égypte, respectivement 15e mondial et 35e mondial. Toujours sur le top 20 africain, l'Algérie occupe la 4e place, suivi de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, du Nigeria, vice-champion en titre. La Tunisie vient donc en 9e position, le Cameroun 8e, l'Afrique du Sud 9e et le Mali qui descend à la 10e position. La République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Ghana, le Gabon, la Guinée, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola et puis le Bénin viennent compléter le tableau de ce top 20 africain. Candide éliminatoire V26, la FIFA a officiellement ouvert une procédure disciplinaire sur l'équipe de l'Afrique du Sud. Il s'agit bien sûr du sujet relatif aux éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut le dire, 2026. Et concernant l'éligibilité du milieu de terrain sud-africain, vous allez le voir sur cette image, Teboho Mokoena qui a été aligné contre le Lesotho lors de la 6e journée de cette campagne qualificative à la prochaine édition de la Coupe du Monde. En réalité, pour rafraîchir les mémoires ou carrément mettre tout le monde au même niveau d'information, l'Afrique du Sud avait aligné le joueur lors du match des éliminatoires remporté par un score de 2 buts à 0 face au Lesotho le 21 mars. Il faut le rappeler, 2025, un match comptant pour la 6e journée de ces éliminatoires, alors que Mokoena avait déjà accumulé 2 cartons jaunes plus tôt, respectivement contre le Bénin en novembre 2023 et face au Zimbabwe en juin 2024, ce qui, selon les règles de la FIFA, devrait suspendre le milieu de terrain sud-africain d'un match, mais ça n'a pas été respecté par l'équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. La FIFA est donc restée sans réaction pour mettre de l'ordre dans les choses. Le Lesotho aussi n'ayant pas fait de réclamation dans le délai. Il a fallu mettre, bien entendu, le feu au fait, sinon amené plusieurs fois, donner la lettre plusieurs fois par le sélectionneur Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin, à plusieurs sorties pour donner la lettre. On suit ici le technicien franco-allemand, accompagné du capitaine des Guépards qui se sont montrés très remontés face à la situation longtemps restée sans action de la Fédération internationale de football et association. Déjà, il faudrait qu'on soit fixé sur cette histoire avec l'Afrique du Sud.
À un moment donné, il y a des règlements et les règlements ne sont pas appliqués, donc on aimerait bien comprendre aussi ce qui se passe. Il faut jouer un joueur qui est suspendu et il passe au travers. Je ne comprends pas, moi. Faut m'expliquer le règlement exact. Parce que c'est incompréhensible. Voilà, donc ça, il faut vraiment que les instances statuent sur ça, et je pense que tous les membres du groupe, de ce groupe aujourd'hui, a besoin de savoir qu'en est-il. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que les règlements disent? Et qu'on puisse être fixé et savoir ce pourquoi on joue chaque match. C'est difficile d'aller sur le terrain quand c'est pas clair, en fait. L'histoire remonte déjà de plusieurs mois. Et toujours pas de prise de décision de la CAF ou de la FIFA. Déjà, j'estime que l'Afrique du Sud est avantagée parce que sur les 10 matchs qu'ils font, il y a 7 ou 8 matchs en Afrique du Sud qui ont lieu, parce que le match de Lesotho, Zimbabwe, c'est aussi en Afrique du Sud, et qu'il y a déjà un avantage terrible pour eux, se sont déplacés que 2 fois. Et une fois sur terrain neutre en Côte d'Ivoire. Donc si en plus on ne leur enlève pas ces points-là, on peut se poser plein de questions. Il y a une équité sportive à respecter, et c'est anormal qu'on ne sache pas quelle est la véritable situation au classement. Après donc plusieurs arlettes, la FIFA, dans une lettre adressée à la Fédération sud-africaine de football et association en date du 15 septembre 2025, a confirmé que le joueur et l'association sont tous deux accusés d'avoir enfreint plusieurs règlements disciplinaires, notamment l'alignement d'un joueur inéligible. L'affaire a été donc transmise à la commission de discipline de la FIFA et de la Fédération sud-africaine de football et association, et le joueur Mokoena ont 6 jours pour soumettre leur réponse. Ce qu'il faut savoir est que s'ils sont reconnus coupables dans cette faute technique, les Bafana pourraient donc être contraints de perdre le match face au Lesotho sur tapis vert, bien entendu, et ainsi perdrait 3 points au compteur. À cela va s'ajouter d'autres sanctions telles que les amendes ou des suspensions. Pour le moment, la fêtière du football sud-africain n'a pas encore fait de déclaration publique à ce sujet, Eric. Alors, on s'entend bien qu'on dit c'est une procédure disciplinaire qui est donc ouverte sur l'équipe de l'Afrique du Sud. Alors, si l'issue, justement, a mené la FIFA à sanctionner l'Afrique du Sud, en quoi cela pourrait arranger le Bénin? Il faut dire que si les Bafana sont reconnus coupables dans cette affaire à ce sujet, après examen de la commission de discipline de la Fédération internationale de football et association, les cartes seront redistribuées dans le groupe C, parce que l'Afrique du Sud, qui a actuellement 17 points, vous allez le voir sur le classement, l'Afrique du Sud qui a actuellement 17 points sur le tableau, se retrouverait à égalité de points avec le Bénin, parce que l'équipe aura à perdre 3 points, reviendrait à 14 points, tout comme le Bénin après donc 8 journées, mais resterait en tête du groupe avec une différence de but de plus 6 contre 4 pour l'équipe béninoise, l'équipe de Guépa. Le Lesotho, quant à lui, verra son total passer à 6 à 9 points, mais restera en 5e position avec 2 points de plus pour le Nigeria 3e et du Nigeria et du Rwanda 4e avec 11 points chacun, ce qui va complètement relancer la course dans le groupe. Et le Bénin va donc espérer remporter ses 2 prochains matchs, notamment face au Rwanda et au Nigeria, pour espérer se qualifier pour le prochain rendez-vous directement, parce que l'Afrique du Sud devra aussi compter sur un faux pas du Bénin pour battre le Zimbabwe et le Rwanda, afin, lors des 2 dernières sorties, lors des 2 dernières journées de ces éliminatoires, et directement se qualifier. Mais il ne faut pas aussi oublier le Nigeria, les Super Eagles du Nigeria, qui sont vice-champions d'Afrique, mais qui sont aussi encore dans la course et devront impérativement battre leurs 2 prochains adversaires et espérer un faux pas de l'Afrique du Sud pour directement se qualifier. Mais si on récapitule, le Bénin devra forcément gagner ses 2 prochains matchs et espérer un petit faux pas de l'Afrique du Sud pour directement se qualifier pour le rendez-vous. Parce que quand on regarde le classement à l'heure actuelle, si l'issue de cette affaire, de cette enquête n'est pas favorable et reconnaît coupable l'équipe de l'Afrique du Sud, le classement va rester intact. L'Afrique du Sud va conserver ses 17 points, le Bénin va rester avec ses 14 points,
Et là encore, le Bénin n'est pas encore su de terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes qui vont disputer les barrages et espérer se retrouver au barrage intercontinental pour pouvoir se qualifier pour le mondial. Jusque-là, on va espérer, enfin, le Bénin suit de très très près. Alors, il faut dire que le Bénin suit de très très près ce dossier. C'est vrai, parce que le Bénin a son intérêt, justement. Alors, pour vous qui avez une connaissance des pratiques dans le milieu de football, des règles, des principes, selon vous, quelle pourrait être l'issue si on tient compte de la réglementation en matière de football? Oui, la règle, elle est claire, elle est connue de tous depuis des décennies. Quand un joueur cumule 2 cartons jaunes plus tôt, lors du prochain match, il est suspendu. Voilà. Il est dispensé de ce match. La règle, elle est connue de tous. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques années, le Rwanda a commis cette même faute technique et le Bénin a très très vite su cela et a porté réserve auprès de l'instance faîtière de la Confédération africaine de football et ça a été respecté. Le Rwanda a perdu le match sur tapis vert. C'était la toute première victoire de Gernot Rohr à la tête de l'équipe nationale, même si c'était sur tapis vert, si ce n'était pas sur le terrain, mais c'était sa toute première victoire à la tête de l'équipe nationale. Quand il était avec l'équipe du Nigeria, quand il était sélectionné des Super Eagles, il a perdu un match similaire après une faute similaire face à l'équipe de l'Algérie il y a cela quelques années. Donc la règle, elle est claire, elle est connue de tous. Quand il y a même une jurisprudence, puisque vous donnez tellement d'exemples. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de chance que l'issue ne soit pas dans l'intérêt du Bénin. C'est exactement. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le Lesotho qui a été victime de cela n'a pas porté réserve dans les délais. Pourquoi? Dans les délais. Parce que vous savez, dans une équipe, dans une sélection nationale, il y a un rôle pour chacun dans une équipe nationale. Chaque personne a son rôle dans l'équipe nationale. Certainement, je ne dis pas que c'est ça, certainement que au sein de l'équipe du Lesotho, qui est chargée de s'occuper de ce genre d'affaires ne s'est pas pris à temps ou n'a pas eu connaissance de cela à temps parce que la lettre a été donnée par le Bénin, notamment Gernot Rohr, qui suit de très très près cette situation. On dit souvent quand vous commettez une erreur une fois, vous faites très très attention pour les autres fois. Gernot Rohr a commis une telle erreur avec le Nigeria lorsqu'il était à la tête des Super Eagles. Ici au Bénin, il a eu à suivre de très très près ces genres de fautes techniques qui pourraient avantager son effectif. Il a gagné contre le Rwanda et cette fois-ci, même si ce n'est pas contre le Bénin que l'Afrique du Sud a commis cette faute technique, il a suivi de très très près cette situation. Il a donné la lettre à plusieurs reprises, à plusieurs sorties, que ce soit en conférence de presse d'annonce de sa liste, que ce soit en conférence de presse d'avant-match face au Zimbabwe et même après le match et même avant le match face au Lesotho, il a donné la lettre à plusieurs reprises. Dans cette interview qu'il nous a accordée, il semble dire qu'il y a beaucoup de favoritisme sur l'équipe de l'Afrique du Sud. D'abord, on les déplace très peu pour les matchs. Oui, c'est pas qu'on les déplace très peu. Que le président de la CAF, soit de l'Afrique du Sud, ne joue pas un rôle dans tout ça? On va pas, avant de me prononcer sur cette situation, il faut dire que quand le sélectionneur parle du fait que l'Afrique du Sud est très avantagée dans cette situation parce que sur les 10 matchs, il y a eu 7 matchs qui ont été joués en Afrique du Sud. Il faut dire que sur les 7 matchs, il y a des adversaires de l'Afrique du Sud qui n'ont pas de terrain homologué comme le Bénin actuellement, donc qui ont préféré accueillir les matchs où ils devraient accueillir l'Afrique du Sud et chez eux, ils ont préféré jouer ces matchs-là en terre sud-africaine. Donc cela amènerait ces équipes-là à faire moins de déplacements plutôt que d'aller jouer dans un autre pays et après revenir en Afrique du Sud. Ils ont préféré jouer en Afrique du Sud et après le match où ils devraient se déplacer pour aller en Afrique du Sud, ils les ont joués en Afrique du Sud. Donc c'est déjà sur ce côté, il faut amener il faut donner une certaine clarification. Oui. Donc au-delà de ça, il y a plus d'un qui ont dit que si la FIFA et la CAF, les deux instances faîtières continentales et mondiales, ne se sont pas prononcées assez tôt sur cette situation où le joueur Mokoena a été aligné alors qu'il ne devrait pas être aligné. Beaucoup ont dit que certainement c'est parce que le président de l'Afrique du Sud, enfin le président de la Confédération africaine de football est sud-africain que les instances faîtières ne se sont pas prononcées sur la situation
mais il ne faut pas aussi oublier l'aspect selon lequel le Lesotho qui a été victime de cela n'a pas porté réserve dans le délai parce que... c'est ce qui déclenche l'action de mettre en place l'équipe disciplinaire pour connaître du dossier. Exactement, le Lesotho n'a pas porté réserve dans le délai parce que quand le match se joue, il faut un délai de 72 heures pour pouvoir porter réserve, ce que le Lesotho n'a pas fait à temps. Donc, il a fallu que la lettre soit donnée à plusieurs reprises pour que la fêtière du football mondial puisse se saisir du dossier et après reverser l'affaire à sa commission de discipline pour que les examens soient faits, pour qu'une issue soit donnée à cette situation. Et le Bénin suit de très très près cette situation depuis, et cela pourrait véritablement permettre au Bénin de continuer par croire et d'y croire sérieusement, de continuer par d'orleter sérieusement ce rêve d'aller pour la toute première fois de son histoire au mondial. Qui ne veut pas aller au mondial? Les joueurs rêvent d'y aller, pourquoi pas. Et le supporter que vous êtes, le supporter que je suis, nous aimerions que notre équipe aille à la Coupe du Monde. Candide, on s'intéresse maintenant aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 2026. Dans le cadre du deuxième tour, les Amazones du Bénin affrontent cet après-midi la Guinée. Oui, exemptées du premier tour, Abdoulaye Ouzérou et ses filles font leur entrée en campagne qualificative à la prochaine messe féminine mondiale de football des moins de 20 ans ce vendredi. Elles reçoivent, il faut le dire, ce soir à leurs homologues de la Guinée au stade de Kégué et de Lomé, le stade JMK de Cotonou n'étant pas homologué. En prélude à cette explication, comme temps pour la manche allée de la confrontation de ce deuxième tour des éliminatoires du mondial 2026, les Amazones ont rallié la capitale togolaise mercredi et ont tenu hier, jeudi, comme vous le voyez à l'image, leur séance de reconnaissance de pelouse, de quoi s'acclimater et prendre des repères avant donc l'échéance de ce soir. Une dernière séance consacrée au dernier réglage tactique et technique avant d'affronter donc la Guinée ce vendredi, dès qu'il va sonner 20h ici au Bénin. Allons à présent, beaucoup de chance. Oui, on va souhaiter beaucoup de chance à l'équipe féminine, à l'équipe junior du Bénin. Allons à présent en Côte d'Ivoire où tout se met déjà en place pour le coup d'envoi de l'édition 2025 du tournoi FOAP qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La compétition va prendre son envol dès demain, et avant de donner les différentes affiches, comme vous le voyez à l'image, la composition des différentes groupes se présente comme suit dans la poule A. On retrouve la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et le Ghana. Le groupe B est pour le Bénin en compagnie du Burkina Faso et du Nigeria. La première journée de compétition s'ouvre déjà dès demain avec deux affiches dans le groupe A. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera face à l'équipe du Niger, et puis à 19h, l'équipe du Togo va en découdre avec celle du Ghana. Dans le groupe B, la première journée s'ouvre dès dimanche avec une seule affiche au programme dans ce groupe à 3 équipes. Le Burkina Faso va en découdre avec le Bénin. En prélude à cette rencontre, il faut dire que les Guépards U17 du Bénin, arrivés en terre ivoirienne depuis plusieurs heures déjà, ont tenu hier la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse et donc vont poursuivre la préparation avant donc le match du dimanche. Et puis, Interclub CAF présent, le premier tour des éliminatoires des Interclubs de la CAF saison 2025-2026 s'ouvre ce vendredi pour les représentants béninois. En Ligue africaine des champions, Eric, il vous dit que l'Adier Football Club fera son entrée dans l'arène de la compétition reine des interclubs de la CAF ce vendredi, cet après-midi, face à l'équipe libyenne d'Al-Ahli Tripoli, déjà en tête togolaise depuis le début de cette semaine, et étant dans une situation totalement confuse qui menait l'équipe championne en titre vers un désistement et une non-participation. L'ADFC a finalement eu le soutien du ministère des Sports et a finalement pris départ du Bénin pour Lomé ce jeudi. Et selon quelques informations qu'on a pu lire dans les coulisses, le club n'aurait pas tenu la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse suite à une arrivée tardive dans la capitale togolaise. De toute façon, le match aura bel et bien lieu cet après-midi à partir de 16h au stade de Kégué à Lomé. De leur côté, il faut dire que les vice-champions du Bénin s'apprêtent à faire leur première expérience en Coupe de la Confédération, une étape en dessous
de la Ligue africaine des champions de la CAF. Les coton-cutters du Bénin affrontent en double confrontation du premier tour leurs homologues de Black Mount Warrior FC du Libéria. Le match va se jouer dimanche. Le match aller va se jouer dimanche prochain au SKD Sport Complexe de Morovia dès qu'il va sonner 16h30. Allez, on va s'intéresser maintenant à une autre discipline. Changeons de registre pour parler des préparatifs des sélections nationales masculines et féminines de Maracana en prélude à l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Après plusieurs stages de préparation, les Guépailles Amazon Maracanier et Maracani ont abordé mardi la dernière ligne droite vers Bissau 2025. À quelques semaines de la 11e édition de la Maracane, les sélections béninoises entament la dernière mise au vert décisive vers l'expédition Bissau-Guinéenne. Une dernière étape de la préparation au cours de laquelle le travail sera autrement orienté. On va écouter ici les différents staffs techniques. Le mental y est déjà et la forme, ça vient progressivement parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut en un seul jour. Et après, nous allons travailler la cohésion aussi, ce qui est normal, avant que le dernier jour de préparation n'arrive. Et je dirais que l'évaluation est bonne, niveau technique, au-dessus de la moyenne. Et ça fait que nous sommes d'abord déjà contents. Maintenant, ce qu'il faut travailler, fini, c'est le côté physique et tactique. Voilà, nous sommes déjà vraiment contents du niveau technique des joueurs et mental. Donc ça veut dire que c'est un vrai progrès de l'équipe. Et là maintenant, on va essayer de travailler la cohésion pour que nous ayons une équipe digne pour pouvoir ramener le trophée. Déjà, c'est heureux de voir qu'il y a quand même beaucoup qui se donnent à fond et qui savent qu'elles ont quitté le foot, elles viennent au Maracana. Et c'est vrai que les règles sont un peu différentes, mais quand même, c'est jouer au pied, elles ont le minimum. On va essayer d'ajouter ce qui manque pour avoir un effectif qui pourra vraiment représenter le pays comme il se doit. Je pense qu'on va essayer de donner le maximum, que ce soit physiquement, mentalement et aussi techniquement aux Amazones de Maracana pour rehausser vraiment l'image du pays. Il faut dire qu'au cours de cette mise au vert le mercredi après-midi, 2 rencontres d'entraînement ont été disputées au stade Paulin Tomalaga de Boycon. Du côté des dames, Colombe Arizima et ses coéquipiers se sont inclinés 3-1 à la sélection masculine du Zoo, composée uniquement des joueurs. Là, on parle toujours de Maracana, on n'est pas encore au niveau du handball, uniquement des joueurs de la catégorie super senior. Chez les hommes, il faut dire que les Guépins ont battu par 4-2, et donc la sélection du Zoo, composée uniquement des joueurs des catégories Open et Senior. 2 matchs tests sur la longue série prévue pour les différents stacks techniques en vue de mieux évaluer les joueurs et joueuses afin de procéder au dernier réajustement avant donc le départ de la délégation pour Bissau. On va finir maintenant avec le handball, la phase des play-offs, notamment de la Ligue Pro 1. Saison 2025 se poursuit. Hier, on a assisté à 3 matchs au niveau des dames comptant pour la 4e journée de cette étape des play-offs. L'équipe d'Adida s'est imposée 33-20 à l'équipe de Flambeau Sporting Club, 29-28 pour la victoire au bout du suspense de l'équipe de l'Assaut Volcan devant son homologue de l'Assaut Modèle, 27-24 pour la victoire de Fleurs CNSS devant l'équipe de la SPAC Handball Club. Au niveau des hommes, on a assisté aux 2 différentes rencontres de demi-finale hier. Fleurs CNSS s'est offert son billet pour la finale devant l'équipe de Assaut, les académiciens 27-15. Adidia Handball Club va rejoindre l'équipe de Fleurs CNSS en finale avec donc sa victoire 25-20 devant l'équipe de la SPAC Handball Club. Allez, ça sera tout pour les sports de cette semaine. Merci à vous, Candide. On va sur le service cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Actu Matin se poursuit. Un dernier rendez-vous, celui de la littérature. Ça va être après cette pause. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vos clients ou autres partenaires dans l'exercice de vos activités. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances. Vous avez des chantiers dont l'exécution est bloquée.
parce que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire d'affaires. Des divergences d'interprétation des clauses de vos contrats vous opposent à vos partenaires d'affaires, retardent ou compliquent ainsi l'exécution de vos obligations contractuelles. Le CAMEC Bénin se tient à votre disposition dans une perspective de sécurisation des investissements et d'obtention d'une justice plus rapide, plus souple, plus adaptée à la nature de litige et au moindre coût. Le CAMEC Bénin dispose des arbitres, des médiateurs et des conciliateurs agréés, compétents et expérimentés. Les décisions rendues sous l'égide du CAMEC Bénin ont même autorité et même force juridique qu'un jugement du tribunal. Choisissez le CAMEC Bénin pour un règlement efficace et rapide de vos litiges. Infoline +229 01 69 33 70 70. Email contact@camec.bj. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Après le succès éclatant du colloque d'Abidjan tenu en juin 2025, qu'a permis sur Cotonou. La commission de l'UEMOA, en partenariat avec la plateforme des médias de l'UEMOA, organise du 15 au 19 septembre 2025 à Cotonou un atelier régional de renforcement de capacités dédié aux journalistes économiques des États membres. Objectif, mieux comprendre les politiques communautaires, maîtriser les indicateurs économiques, suivre les grands chantiers de l'Union et approfondir les enjeux de la gouvernance et de l'intégration économique sous-régionale. Plus qu'une session de formation, cette rencontre est une occasion de réseautage, de découverte et de tourisme. Cap sur Cotonou pour des journalistes économiques mieux outillés et une information économique de qualité. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui? Tu veux voter? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton RAVIP? RAVIP? Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? C'est très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données sur e-service.anipo.bg ou sur l'application ANIP-BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone. Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure.
Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hé, la vieille tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Et bien voilà, retour sur le plateau d'Actu Matin pour la dernière ligne droite de ce numéro de ce vendredi. Je suis avec Morel Kaou, il est enseignant de français, passionné de littérature. Ensemble, nous allons feuilleter un livre, La restitution de biens culturels entre la France et le Bénin, le journal d'un processus historique, ouvrage écrit par l'ambassadeur Angelo Dan. Morel Kaou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, dites-nous, vous avez pour nous ce livre assez intéressant qui retrace un peu ce que nous avons vécu, hein, tous les Bénins ont vécu, la restitution des biens culturels entre la France et le Bénin. Bien sûr, ce livre est un journal qui retrace le processus de restitution de biens culturels. Il est écrit par l'ambassadeur Angelo Dan qui a participé activement au processus des négociations et donc il a décidé de mettre à disposition de tous les Béninois un ouvrage qui va retracer le processus afin que chacun puisse s'en imprégner, lire et comprendre à quel point la diplomatie béninoise a été efficace sur ce coup-là. Alors, vous avez réservé des passages pour nous. Voilà. Allez, donc, on commence le vendredi 26 août 2016. Tout commence, du moins officiellement, par la lettre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, M. Aurélien Agbenossi, adresse ce vendredi 26 août 2016 à son homologue français, M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Dans cette correspondance qui restera dans les annales comme l'un des écrits diplomatiques majeurs de l'histoire contemporaine du Bénin, le chef de la diplomatie béninoise demande au nom du gouvernement de son pays et pour lui de rendre justice, la restitution de biens culturels issus du patrimoine culturel béninois est présent dans plusieurs collections françaises. Donc tout commence à cette date. C'est le point de départ. Le Bénin a adressé une correspondance à la France pour qu'on nous restitue en tout cas ces trésors-là. Oui. Donc suite à cette lettre, donc à cette correspondance, le ministre français va répondre le lundi 12 décembre 2016, donc près de 4 mois après. M. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international français, répond à la lettre de son homologue béninois du 26 août 2016. Il dit « Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis aux principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. En conséquence, leur restitution n'est pas possible. » Donc, la première réponse... Une réponse choc, hein? La première réponse, elle est catégorique. Il n'est pas question pour la France de restituer ces trésors-là. À l'État béninois. Selon la législation, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Tous ces trésors ont déjà été intégrés donc, au domaine mobilier français, donc appartiennent déjà à la France. Et donc, le Bénin, malgré tout, ne va pas se décourager. Cela se déroulait déjà sous le mandat du président François Hollande, donc en 2016. Le Bénin poursuit son périple. Et en 2017, il y a les élections en France. Le président Emmanuel Macron prend donc la tête de l'État français. Et lors d'une sortie au Burkina Faso, le président Emmanuel Macron va donner un discours qui va changer la donne, qui va faire tourner donc, cette histoire de restitution et aller dans le sens en faveur de l'État béninois. Donc, M. Emmanuel Macron, président de la République, au Burkina Faso, dit, je cite, « Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans les collections privées et des musées européens.
Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. C'était une grande déclaration. Nous avons encore en souvenance de ces images du président Macron qui faisait cette déclaration. Voilà. Donc, cette déclaration du président Macron vient changer en fait, le sens de cette... donne de l'espoir. Donne de l'espoir à la diplomatie béninoise. On se dit que voilà, on vient de passer un cap. Et grâce à cette déclaration, le Bénin va entrer dans un processus de négociation avec la France. Le président Emmanuel Macron va rencontrer à plusieurs reprises le président Patrice Talon à Paris comme à Cotonou pour instaurer donc, des mesures propres pour initier cette restitution. Et dans le cas de ces mesures-là, le président Emmanuel Macron a décidé de désigner un duo, à savoir Mme Bénédicte Savoy et M. Felwine Sarr. C'est vrai, c'était aussi une rencontre à laquelle ça a été signé. Voilà, un travail de fond pour faire le point. Pour documenter. Documenter ce processus et faire des recommandations concrètes à l'État français pour qu'on puisse savoir dans quelle mesure on pourrait procéder à des restitutions. Et donc, le 23 novembre 2018, donc, reçu par la circonstance au palais de l'Élysée, le duo Savoy-Sarr remet au président de la République française, M. Emmanuel Macron, en présence du ministre de la Culture, M. Franck Rester, les résultats de ces travaux intitulés « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle ». Et dans ce rapport-là, 6 points seront évoqués. Donc, des objets saisis comme butin de guerre dans les contextes militaires, cas du Dahomey, lors de la campagne, devront être restitués. D'accord. Des objets collectés en Afrique lors des missions scientifiques, à moins qu'il n'existe des témoignages explicites en plein consentement des propriétaires ou gardiens, devront également être restitués. Donc, c'est ce duo-là a fait un travail de fond en rencontrant plusieurs acteurs. Pour créer le cadre dans lequel on peut restituer ce trésor. Et quand on s'intéresse à ce rapport, on se rend compte de ce que le Bénin a plus de 3157 œuvres uniquement dans un musée qu'on appelle le Quai Branly Jacques Chirac. Seulement dans ce musée, 3157. Et il y a plus de 90 000 objets africains dans ce musée-là. Donc, pour ce qui est du Bénin, malgré ces retours que nous avons constatés il y a quelques années, nous avons encore des trésors qui se retrouvent en France. Nous avons encore beaucoup de trésors qui se retrouvent en France. Et il faut affirmer que c'est parce que l'État béninois avait fait la demande de 26 trésors. Donc, ces 26-là ont été restitués. Donc maintenant, on pouvait demander plus, c'est ça? Si on en avait connaissance. Donc c'est en fonction de ce qu'on avait comme inventaire qu'on a fait la demande de restitution. Et par la suite, ce rapport a été remis. Donc, et un processus a été lancé au niveau du Parlement français parce qu'il n'y avait pas la loi cadre qui permettait à l'État français de restituer. Comme se basant sur la réponse déjà du ministre, la première réponse, on se rend compte de ce que il fallait donner un cadre juridique à cette action. À cette action afin de pouvoir restituer les ouvrages, les œuvres à l'État béninois. Donc les acteurs de la diplomatie béninoise comme français ont été auditionnés au Parlement français, ont été auditionnés au Sénat. Et suite à toutes ces auditions, à beaucoup de péripéties, donc on arrive à une étape où l'État béninois, donc le président Patrice Talon et ses ministres, vont à Paris pour signer maintenant donc, un accord de restitution pour mettre fin donc, à ce processus-là. Parce que nous avons retrouvé ces images sur Internet où cet accord d'aboutir a été signé ou à l'occasion d'une visite du président Patrice Talon en France, qui a été reçu par le président Emmanuel Macron. Cet accord a été signé. Voilà. Donc, et c'est là qu'on commence vraiment par croire justement à ce projet de retour de ces trésors. Parce que là, ça a pris corps. Ça a pris corps. Et on se rend compte de ce que toutes ces étapes passées depuis 2016 prennent enfin corps en 2021. Ça fait près de 5 ans après. Donc, c'est un long processus et enfin, on arrive à signer maintenant l'accord de restitution. Et donc, à Paris, lorsque les deux chefs d'État se sont rencontrés pour signer cet accord, le président Emmanuel Macron a fait un discours qu'on peut dire d'éloge, parce que le président Macron s'élance et évoque d'entrée un moment pas simplement symbolique, mais émouvant
et historique. Il rappelle à nouveau le chemin parcouru depuis 2017 et se réjouit de la signature qui vient d'être effectuée de l'accord de transfert de propriété des 26 œuvres restituées par la France au Bénin pour permettre le retour effectif des œuvres vers leur pays, le Bénin. Et il qualifie également le courage du président du président Patrice Talon pour avoir demandé ce qui revenait de droit au Bénin. Mais le président Patrice Talon, c'est là qu'on se rend compte de ce que la diplomatie béninoise est très forte. Le président Patrice Talon, loin de fléchir genoux et d'accepter les 26 œuvres tout simplement et rentrer à Cotonou, le président Patrice Talon va faire un discours qui va toucher plus d'un. Il dit, je cite, « Comment voulez-vous qu'au départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Goun, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du phare, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé, et beaucoup d'autres continuent d'être détenus ici en France au grand dames de leur ayant droit. » Fin de citation. Donc, on ne se satisfait pas forcément. On ne se contente pas seulement de ce qu'on a reçu, mais on est content, mais on profite en même temps de l'occasion pour dire, mais il y a encore beaucoup ici en France, et on ne serait satisfait que lorsqu'on aurait pu entrer en possession de toutes ces œuvres-là pour permettre aux Béninois que nous sommes de retrouver leur patrimoine sur leur terre. Et donc, les œuvres maintenant vont faire le périple qu'il faut pour être mis en caisse, convoyé au Bénin sous la supervision de l'État béninois et sous les frais de l'État béninois, qui a décidé d'affréter un avion spécial Air Cargo pour ramener ces œuvres-là au Bénin. Donc, c'est là qu'il y a eu la grande liesse au Bénin. Nous sommes tous allés accueillir ces ouvrages, ces œuvres qui reflètent notre patrimoine culturel, ces biens culturels que nous avons tant convoité, que nous avons tant voulu depuis 2016 et que nous avons enfin pu avoir. Et donc, en conclusion, le Bénin et la France ont réussi à mener à terme une première expérience de restitution de biens culturels sans précédent dans l'histoire des relations franco-africaines. Le Bénin devient donc un exemple pour toutes les autres nations qui éventuellement voudraient se faire restituer des œuvres, parce que c'est la première fois que nous arrivons à nous faire restituer de la part de la France, et nous avons, grâce à ce document, une documentation qui permet à chaque pays africain de s'informer et de prendre les bonnes décisions, de mener les bonnes négociations afin de rentrer en possession des œuvres de nos biens culturels. Voilà. En tout cas, ça a été un grand moment vécu par les Béninois, le retour de ces trésors. Et puis, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'une fois que ces trésors sont revenus au Bénin, on les a exposés au palais de la présidence. Oui. Vous avez visité? Oui, j'ai visité. Et il faut dire que c'est une étape dans le processus de conservation de ces œuvres-là. Parce que si ces œuvres n'étaient pas peut-être en France, peut-être qu'elles auraient disparu. Peut-être. Mais le Bénin a décidé de mettre les moyens pour conserver ces œuvres-là, de sorte à ce que nous soyons fiers de les avoir sur notre territoire. En attendant la construction du musée d'Aboumé, donc le grand musée d'Aboumé, ces œuvres ont été exposées au palais de la Marina, et beaucoup de personnes ont pu visiter ces œuvres-là, voir de près, toucher la réalité. Nous avons pu revoir ce qui nous appartenait, et c'est avec un sentiment de fierté que nous en vantons, hein, parce que beaucoup de Béninois en ce temps-là ont pu clamer partout sur les réseaux sociaux que nous avons réussi, ce que beaucoup de pays ont échoué depuis des années. D'autres pays n'ont pas pu justement faire cette demande, mais je pense que une fois que le Bénin a franchi cette étape, cela a permis aussi à d'autres pays de faire la demande à la France, dans bien d'autres États européens aussi, pour que la même démarche soit enclenchée. Mais c'est bien de retracer une telle histoire dans un livre pour permettre à la génération de se ressourcer, de voir qu'il y a des combats que nous avions gagnés. Jamais nous aurions imaginé un jour que l'État béninois allait adresser un courrier et que par la suite tout ce processus serait enclenché pour que nous ayons ces trésors. Mais aujourd'hui, nous savons que ces trésors sont là, vous l'avez relevé. Il y a des musées qui sont en construction pour leur hébergement dans des conditions assez optimales. Est-ce que vous pensez que cela dénote de notre capacité en tant qu'État, justement, à nous occuper de ce qui est véritablement de notre histoire? Bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent à prouver que
l'État béninois a la capacité de s'occuper de ce qui nous concerne. Déjà, dans le processus, l'État français a proposé au Bénin de convoyer les œuvres vers le Bénin, aux frais de l'État français. Mais le Bénin a refusé. Ah, ça a été précisé dans l'ouvrage? Oui. Le président Patrice Talon la France a fait la proposition d'assurer le transport des œuvres. Mais le président Patrice Talon a été catégorique, non, c'est nous qui demandons, ce sont nos œuvres, donc nous allons assumer. Et l'État français avait proposé que cela se fasse en 2 vols. Premier, puis deuxième. Le président Patrice Talon a dit non. Avec la diplomatie béninoise, nous allons faire un seul vol. Nous-mêmes, nous envoyons un avion pour convoyer tout ça vers le Bénin. Nous sommes capables de ça. Et donc, le Bénin a mis les moyens pour réussir cette politique-là. Et donc, nous Parce avons en matière de protection de ces trésors, il ne s'agit pas de sommes objets qu'il faut transporter facilement. Hein. C'est beaucoup de soins, de sécurité aussi. Donc, c'est un niveau de protection assez élevé. Il faut de l'expertise dans la matière. Bien sûr. Et avant que l'on ne restitue ces œuvres-là, l'État béninois avait envoyé des conservateurs béninois faire 3 mois au musée qu'est branlait Jacques Chirac pour apprendre également avant qu'on ne restitue ces œuvres-là. Et après la restitution, il y a à Porte-Nouveau le Centre des Arts qui a repris vie parce qu'on veut former désormais des conservateurs pour permettre à ces œuvres-là de durer dans le temps. Et donc, nous allons petit à petit sur un terrain qui nous permet d'être rassurés sur le fait que l'État béninois est en mesure et a la capacité d'assurer la vitalité de ces œuvres-là. Nous allons garder ces ouvrages en bonne santé. Il y a pas de Et voilà, j'ai retrouvé enfin ces images, cette cérémonie officielle de réception des 26 trésors royaux sur Internet. Hein. Et puis voilà, l'avion qui est sur le tarmac de l'aéroport Cardinal Benantin Gantin, où justement les officiels sont au pied justement de l'avion pour accueillir justement ces trésors. Après, il y a eu un grand défilé de l'aéroport jusqu'à la présidence, où il y a une liesse populaire justement qui en a suivi jusqu'au palais de la présidence. Voilà, on voit là l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est aussi là. En tout cas, ça a été un grand moment. Merci vraiment de nous le rappeler. Merci aussi à l'auteur qui justement a voulu laisser cela en héritage. Vous l'avez relevé, il a participé activement à tout le processus, c'est bien ça, hein? Oui, très activement à tout le processus. C'est un diplomate qui était en service à Paris. Donc, il a permis également d'aboutir à ce résultat que nous applaudissons tous. Nous sommes très heureux d'avoir pu connaître cette histoire et j'invite tous les Béninois à essayer de lire cet ouvrage parce que c'est une pépite, c'est ce qu'il faut à tous ceux qui voudraient apprendre de ce processus, apprendre des négociations et comprendre les dessous nous avons vu juste la fin, mais il y a eu beaucoup de choses depuis 2016 et il faut apprendre cela. Et c'est aussi la force de notre diplomatie parce que ce qui n'est pas possible selon les tests, en tout cas tel que ça a été dit dans la réponse que la France a envoyée au Bénin, en tout cas ça a été rendu possible grâce à la diplomatie béninoise. Allez, voilà ces images assez extraordinaires, voilà les trésors royaux qui sont en déplacement. Hein. Là, c'est magnifique et je pense que le Bénin ne va pas s'arrêter là. Hein. Nous allons continuer. Oui, je pense que quand on aura fini de réaliser la construction des musées, ces trésors seront à nouveau installés et le public pourra avoir accès effectivement à cela. Et voilà qui est bien. Merci à vous, Morel Kaou. Vous êtes enseignant de français, passionné de littérature. Vous êtes passé justement au Suatu Matin nous présenter le livre sur la restitution des biens culturels entre la France et le Bénin, un livre qui résume tout le processus, en tout cas, qui n'est pas connu du public, puisque vous l'avez dit, c'est la finalité que nous avions vue, c'est cette cérémonie au palais de la présidence que nous avions justement regardée, mais dans les coulisses, dans l'ombre, il y a eu beaucoup d'actes, beaucoup d'actions. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée de vendredi. Actu Matin se poursuit.
Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. D'accord. Tu peux utiliser l'application mobile ANIP.BJ ou sur le site e-service.anip.bj. Voyons voir avec l'application mobile ANIP.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP.BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI. Entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur « Consulter mon centre de vote ». Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'1 minute, j'ai vérifié mon centre de vote. Très facile. Incroyable. Et toi, le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre. Comment je vais faire pour voter moi, alors que d'habitude je vote à Calavi? Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Maman, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profites-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur ANIP.BJ ou e-service.anip.bj. Et nous qui n'avons pas de téléphone Android ou le téléphone avec pomme là, comment on va faire? Mais pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP, à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP.BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Et bien voilà, retour sur le plateau d'Actu Matin pour vous amener à suivre la revue de presse qui va mettre un terme à cette émission de ce vendredi. Merci de votre fidélité à nos programmes. À 10h30, c'est la rediffusion de votre émission. L'info continue à 13h, c'est le journal. Et puis en soirée, vous avez la grande édition de l'information. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Le tandem Ouaddagne-Talata investit le 4 octobre prochain à Parakou. L'annonce est faite par l'événement précis qui rappelle que Romiad Ouaddagne a été désigné samedi 31 août dernier après une concertation entre le chef de l'État sortant, Patrice Talon, et le bureau exécutif des 2 grandes formations politiques de la mouvance, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. 2 semaines plus tard, le nom de sa colistière a été également dévoilé par le BR. Le quotidien précise que selon le chronogramme établi par la Commission électorale nationale autonome, la date limite prévue pour le dépôt des dossiers de candidature
aux élections générales de 2026 est fixé au mercredi 12 octobre 2025 à 0h. Wadaïn Talata, l'élan de la victoire démarre à Parakou, lance avec assurance l'emblème du jour. L'information est également relayée par le matinal qui indique que le choix de la cité des Kobourou comme ville d'investiture n'est pas anodin. Capitale du septentrion et carrefour politique stratégique, Parakou symbolise la volonté de la mouvance d'élargir son ancrage territorial et de donner à l'événement une dimension véritablement nationale. Le canard nous souffle au surplus que l'Union progressiste, le renouveau et la Renaissance nationale vont se mettre en accord pour un maillage du territoire national en vue des élections de 2026. Dans ce cadre, la haute direction politique de l'UPR a discuté à son siège national annexe à Cotonou avec une délégation de la Renaissance nationale conduite par le vice-président Maître Cyril Djikoui. En attendant l'aboutissement des tractations entre ces deux partis politiques sur l'autoroute des élections générales de 2026, les démocrates décrochent une victoire non négligeable relativement à la question du quitus fiscal. Dans un communiqué signé le 17 septembre 2025, rapporté par Matin Libre, la Direction générale des impôts a informé l'opinion publique qu'elle a rencontré à son siège, à cette même date, une délégation du parti Les Démocrates et accédé à sa doléance liée à l'exigence faite sur la plateforme de demande du quitus fiscal de préciser le type d'élection auquel participe le requérant préalablement à la soumission de sa demande du précieux document. En conséquence, un ajustement de la plateforme a été diligemment fait et la nouvelle version aussitôt déployée indique la correspondance. En effet, rappelle Matin Libre, lors d'un point de presse tenu à Cotonou le 15 septembre 2025, le parti dirigé par l'ancien président Yayi Boni a alerté la communauté nationale et internationale sur des risques d'exclusion à travers le processus de demande du quitus fiscal. Les renseignements demandés sur le type d'élection envisagée n'étant pas compris par le parti, ce dernier a sollicité une audience auprès de la DGI. La DGI joue la carte de l'apaisement du climat politique, en déduit Fraternité. Le quotidien Maison assure qu'en recevant une délégation du parti d'opposition, les démocrates, conduite par l'honorable Nourenou Atchadé le 17 septembre dernier, l'administration fiscale a montré sa volonté d'écouter, de dialoguer et d'ajuster ses outils afin de garantir un traitement équitable des acteurs en course pour les élections générales. Cet acte de Nicolas Yenoussi contribuera à éviter les tensions observées par le passé. Loin de toute préoccupation électoraliste, l'événement du jour annonce le démarrage des opérations de choix de filière dans les universités publiques lundi prochain. Le journal se réfère au communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en date du 17 septembre 2025 qui informe les nouveaux bacheliers de l'ouverture de la plateforme aprèsmonbac.bj pour recueillir leur sélection de filière pour une orientation à titre entièrement payant dans les universités publiques. D'après la programmation établie à cet effet, les détenteurs d'un baccalauréat classique disposent d'un délai courant du 22 au 28 septembre 2025, alors que les bacheliers des séries techniques pourront s'inscrire sur la plateforme du 6 au 12 octobre 2025. Le Soleil Bénin Info, pour sa part, s'intéresse à l'aide de l'État à la presse et rapporte le mécontentement de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, PADEM Bénin. Présenté lors du Conseil des ministres du 10 septembre dernier, le budget de 3 783,984 milliards de francs CFA destiné à accompagner la transformation économique du Bénin exclut toute ligne en faveur du secteur des médias, pourtant considéré comme un pilier essentiel de la démocratie, note le PADEM. Dans un communiqué de presse rendu public le 17 septembre, l'organisation a exprimé sa vive préoccupation face à cette omission. Selon elle, le budget 2026 consacre 42% de ses dépenses aux secteurs sociaux, mais laisse de côté le financement d'un secteur stratégique pour la bonne marche de l'État. Pour finir, mesdames et messieurs, selon le classement FIFA du mois de septembre 2025, les Guépards du Bénin sont logés à la 20e place au plan africain et à la 93e au niveau mondial. Une information signée
le pays émergent. Fin de la revue de presse de ce vendredi 19 septembre 2025.